Pour cela, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. La première, étant sans rentrer dans des considérations féministes, c'est la position des femmes au sein d'une société. Vous avez une société dans laquelle les femmes, elles ont les moitiés de droits que les hommes, c'est-à-dire moi, ma vie va valoir la moitié de l'homme de la vie d'un homme. J'ai vraiment tout. Et par conséquent, par un calcul mathématique très simple, les gens ils ont commencé à étudier 2 fois plus. Donc vous avez les 2 tiers des étudiantes en Iran qui sont des femmes. Et par exemple, 70% des ingénieurs en Iran sont des femmes. Ce chiffre n'existe dans aucun pays occidental. Que vous viviez depuis 15 ans avec le même couple que vous n'aimez pas. Vous avez 3 enfants, vous n'avez pas d'instruction et que vous ne pouvez pas travailler. Vous ne savez pas travailler. Comment vous faites pour divorcer? Vous ne divorcez pas parce que vous n'en avez pas les moyens. Or aujourd'hui, nous avons des femmes qui sont beaucoup plus instruites que leur mari, que leur frère, que leur père. Ça, c'est un premier changement. Une autre chose, c'est qu'au moment de la révolution islamique, qui est quand même une heure, parce que quand même cette révolution est arrivée dans le pays le moins islamique des pays musulmans, les Iraniens sont beaucoup moins pratiquants que même les Turcs, par exemple. En 79, vous aviez 60% de gens illettrés. Aujourd'hui, les gens lettrés sont 82%, et si vous regardez les femmes, 100% des femmes sont lettrées. Mais si vous regardez l'histoire de l'Iran au cours du XXe et du XXIe siècle, c'est le pays qui a fait le plus de révolutions au monde en 113 ans, avec la première révolution qui est la révolution pour la monarchie constitutionnelle, qui est le premier sur le continent asiatique, parce que je déteste ce terme Moyen-Orient, terme inventé par un militaire américain au début du siècle, qu'on dit, et vous êtes là, nous sommes asiatiques, ben oui, nous sommes asiatiques également, parce qu'il n'y a pas de continent qui s'appelle le Moyen-Orient. Donc c'est le premier pays, par exemple, qui nationalise son pétrole. C'est bien avant le canal de Suez, et le pétrole saoudien. 1919, 1953, et si vous prenez toute cette histoire, on est à 7, voire 9 révolutions, et avec ça, des centaines de milliers de prisonniers politiques, des dizaines de milliers de gens assassinés et exécutés pour leur opinion publique. Donc c'est pas un peuple qui est resté là en disant « Ah voilà, on attend l'intervention du Seigneur pour que ça change ». En fait, la mort de Mahsa Amini, ce que ça a fait, c'est qu'en réalité, ça a cristallisé quelque chose qui était là depuis longtemps. Et cette chose-là, elle continue à exister. Alors, dans un premier temps, on s'intéresse, voilà, on en parle, voilà. Sauf que la répression iranienne, elle est très forte, et les gens, ils ont appris, en fait, qu'on ne peut pas faire des grandes manifestations parce qu'ils viennent et ils vous tirent dessus. Comment ça se passe? C'est des petits actes un peu partout, c'est un peu tous les jours, c'est en ne portant pas le voile, parce qu'en réalité, ce voile, c'est pas peu de choses, c'est pas juste qu'on couvre la tête, c'est eux-mêmes qui l'ont dit. Ce voile, c'est sans le voile islamique, la République islamique ne veut plus rien dire du tout. Même le rédacteur en chef du journal le plus conservateur de l'Iran, qui s'appelle Kayhan, il a dit si les femmes elles enlèvent leur voile, dans la foulée, tous les hommes vont devenir homosexuels. Je ne vois pas le rapport à cause et effet, parce que normalement, ce port de voile, c'est fait pour que les hommes ne s'excitent pas en nous voyant. C'est-à-dire là, par exemple, on est assis, je le disais la dernière fois, le fait qu'on voit nos cheveux, tous les messieurs ici présents, s'ils n'ont pas une grande érection, au moins ils sont au début d'une petite érection. C'est de ça qu'il s'agit. Donc tous ces actes de désobéissance, pour moi c'est quelque chose qui est évident que cette chose-là va arriver. Alors à quel moment ça va se cristalliser? Quel sera le prochain événement? Est-ce que c'est la mort du guide suprême? Est-ce que c'est l'anniversaire de la mort de Mahsa Amini le 16 septembre prochain? Est-ce que c'est les prochaines élections qui auront lieu dans un peu moins de 2 ans? Mais cette chose est... Parce que, pour finir, la démocratie, c'est une culture d'abord qu'il faut acquérir. Je ne cesse de le dire. C'est pendant très longtemps, les Occidentaux, ils ont cru, ben voilà, on va aller bombarder un pays, on bombarde, on tue, on met 2 machines de Coca-Cola, et paf, il y a la démocratie qui marche. Et bien ça ne marche pas comme ça. La démocratie, c'est une culture, ce n'est pas imposé. C'est Lamartine qui dit que les révolutions
se font d'abord par les évolutions des gens. Il faut d'abord quelque chose de culturel qui doit être acquis. Et une fois que cette chose-là est acquise, c'est 90% du boulot est là. Une fois que cette chose-là est acquise, là le changement est possible. Et c'est en ça, pour en finir, qu'il ne faut pas comparer la révolution iranienne par exemple au printemps arabe, parce que dans le printemps arabe, la solution était la religion. C'était un système un peu islamo-communiste où ils ont créé des écoles, des universités un peu partout, sauf que quand les gens ils savent lire et écrire, ils ne lisent pas que le bouquin que vous leur donnez, ils lisent toutes sortes de choses. Et puis, on vit au XXIe siècle, et c'est pour ça aussi que on va aboutir. C'est que même s'ils coupent Internet, quand même, les gens, ils ont, je ne sais pas, 45 VPN différents sur leur téléphone pour faire ceci et cela. Il y a l'accès à la... Et Internet est très lent aussi. L'Internet, il est lent, mais quand même, il est là. Donc, on n'a pas de droit, mais c'est... Et c'est là où je suis vraiment... Vous savez que les politiciens ne parlent pas... En même temps, je le comprends. Vous voyez, c'est sur les 20-30 dernières années, à chaque fois que l'Occident est intervenu quelque part là autour, ça a été un fiasco total. Donc qu'il ne soit pas super chaud pour pouvoir faire quelque chose, je comprends. Mais là, je me dis, où sont les intellectuels? Où sont les féministes? Mais où sont-elles? Et en réalité, j'ai trouvé le truc, c'est que la féministe occidentale, elle aime bien quand en face d'elle, il y a la pauvrette, pour laquelle on peut avoir la pitié. Oh, la pauvrette, je suis là, tous les nous, des femmes aussi fortes, etc. Là, elle se trouve devant des lionnes qui sont beaucoup, beaucoup plus fortes qu'elle. Et là, elle ne peut plus rien dire. La réalité, c'est ça. Même si ça les emmerde que je le dis quand même. D'ailleurs, je les emmerde au passage. Et c'est comme ça. Et les intellectuels, quand il y avait Michel Foucault qui allait et qui faisait devant l'imam Khomeini, voilà, parce que nous avions une chose en commun, c'était le combat anti-impérialiste. Bon, maintenant, ils ont les chocottes en disant, oh mon Dieu, est-ce que... Il faut être un peu plus brave, et sinon, on ne peut s'appeler ni intellectuel ni féministe. À ce moment-là, il faut changer de titre et il faut s'appeler autrement. C'est là où... Ça m'énerve un peu, mais bon, après tout, notre révolution nous appartient à nous. Il faut en parler parce que je pense que les gens en Iran, ils ont besoin de ce soutien parce que c'est ce qui vous donne le courage. De savoir que le monde vous regarde, de savoir que le monde enfin a compris qui étaient ces gens-là. Ça, oui, je pense que c'est très important, mais c'est la raison pour laquelle je suis là. Sinon, j'aurais quelque chose de mieux à faire, par exemple, le dimanche après-midi, quand il est ensoleillé. Je viens parler parce que je pense que c'est nécessaire. Par là, quand même, c'est un double tranchant. Parce que ma mère, comme ça, voilà, elle a fait la personne que je suis, mais quand je grandissais, moi, je n'aimais pas trop, parce que elle était tellement dure. En plus, il y avait ce truc-là où j'étais fille unique. Donc, certainement, il ne fallait pas que je sois genre, ah, la petite fille mignonne et tout. Mais elle a fait carrément le contraire. C'était tellement à la dure, c'était incroyable. Quand en CP, elle m'a dit cette phrase, elle me conduit elle me regarde comme ça, et elle me dit, tu sais, si dans une classe de 25, tu es pas la première, ta vie elle est foutue. Vous imaginez l'angoisse que c'est pour un enfant de 6 ans quand on vous dit ça? Donc, et plus tard, elle vous dira, si tu deviens une pute, sois au moins Madame Claude. Si tu choisis la danse, ambitionne le lido. Ah oui, non, mais je m'en fous de ce que tu fais, mais quand ce que tu fais, tu vas jusqu'au bout. Donc, même si tu deviens pute, au moins tu es Madame Claude. C'était pas important ce que je faisais, mais il fallait donner le meilleur de soi et tout ça. Heureusement que j'avais les capacités pour le faire, parce que si j'étais fait un tout petit peu, je sais pas, si j'étais un peu plus fragile ou je sais pas, sentimentale, ça n'aurait pas réussi, elle aurait pu complètement me briser aussi. Mais bon, voilà, de toute façon, en tout cas dans ma famille, on n'avait pas le choix. J'avais le choix, comme je le dis toujours, pour ma mère, c'est tu réussis ou tu réussis. Mais écoutez, Persépolis, c'était quelque chose qui était... J'étais obligée de l'écrire. C'est pas tellement que je voulais raconter l'histoire de ma vie. D'ailleurs, j'aime pas trop le terme autobiographie, parce que normalement, autobiographie, c'est que vous écrivez un livre parce que, je sais pas, vous détestez votre père, que votre frère ne l'aimait pas, votre belle-sœur, voilà. Ah non, pas forcément, moi. Très souvent, Il n'y a pas toujours des comptes à régler. souvent. Moi, déjà, si j'aime pas les gens, je leur dis directement. C'est plus rapide, mais c'est surtout...
je ne pouvais pas faire autrement que d'écrire mon histoire parce que je n'ai pas une prétention d'être historienne ou je ne sais pas quoi, ou sociologue ou politologue, donc j'avais pas d'autre choix. Mais parce que je suis arrivée en France en pensant que les gens ils étaient quand même très sophistiqués, qu'ils étaient très cultivés et tout ça. Sauf que, bon, vous savez, plus les gens ils sont ignorants et plus ils sont convaincus. Et puis en France, c'est quand même, avec cette esprit cartésienne qui est si cher et que j'adore tellement, quand même, il y a des cubes pour chaque chose. Voilà, c'est ça, on met là-dedans, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et donc faire changer d'avis, cette histoire, je l'ai répétée tellement de fois, c'est pas tant que j'aime pas parler, vous voyez, je suis une vitrée, mais sauf que le répéter 1000 fois, au bout d'un moment, j'en pouvais plus, donc il fallait que je fasse quelque chose. Après, on en a fait un film, mais après, le problème, c'est que, pourquoi j'ai fait par exemple broderie entre les Persépolis? Parce qu'au bout d'un moment, et c'est tout le monde, c'était, ah, vous voulez faire un dessin, mais on veut la petite fille, et j'étais là, mais mon Dieu, la petite fille, elle a grandi, maintenant elle a plus de 30 ans, elle est là, on le met de côté, et il y a un moment donné... Broderie qui racontait justement l'histoire des femmes de votre famille. Des femmes, après j'ai fait Poule au Cul, j'ai essayé de diversifier tout ce que je pouvais faire, et parce qu'au bout d'un moment, vous avez créé un truc en fait qui vous bouffe tout, parce que forcément que c'est Persépolis, c'est ma vie. Mais regardez, moi j'ai 52 ans, j'ai vécu en tout et pour tout 18 ans de ma vie en Iran. J'ai vécu 34 ans de ma vie à l'extérieur de l'Iran, donc ça fait pratiquement 30 ans que je suis en France. Donc comme je ne suis pas fait en plastique, que je suis un être humain, je ne peux pas dire que je ne suis pas française, je suis également très française. En tous les cas, j'étais très parisienne, je ne sais pas si je suis très française, j'ai vécu seulement à Paris. Mais il y a des choses en France, la France c'est autant mon pays, j'y tiens autant que j'y tiens en Iran. Donc, au bout d'un, je me rappelle quand par exemple Poule au Cul était sorti, il y avait un journaliste qui m'avait dit bêtement, ah dans votre pays ça va pas, vous faites une histoire d'amour. Et j'étais là, mais est-ce que vous demanderiez à un cinéaste français né en France qui s'appellerait, je sais pas, Jean-Paul disons, Jean-Paul, pourquoi tu fais pas des films seulement sur Sarkozy et ses affaires? Ben non, le Jean-Paul en question, il a le droit de faire des films, des comédies, des films romantiques. Mais moi, comme je suis née en Iran, il y a deux sujets qui m'intéressent, grosso modo, c'est le voile et la bombe atomique entre deux. Je vis dans ce pays depuis autant de temps, donc c'est un monstre, il fallait ça ne veut pas dire que ça ne m'intéresse pas, bien sûr que ça m'intéresse, mon cœur sera toujours iranien et mon cerveau il est très français.